Est-ce que vous m'entendez bien? Nickel. D'accord. Impec. Super. Donc, les personnes qui participent au live, n'hésitez pas à dire si le son est bon, s'il ne l'est pas. Normalement, ça devrait aller. Bien, on va commencer, puisqu'on est à peu près une bonne trentaine déjà sur le live. Merci beaucoup pour la participation, donc pour les participants de ce live. Bienvenue du coup sur ce live qui aura pour thème la gestion de patrimoine, qui fait partie du coup du thème du mois thématique gestion de patrimoine sur Doc Finance, avec 2 lives. Donc le premier qui a lieu ce soir sur donc le métier de gestion de patrimoine, de gestionnaire de patrimoine en cabinet, en banque. Donc on aura l'occasion de pouvoir en parler, en débattre. Et puis du coup un petit mot déjà avant de commencer du coup sur Doc Finance. Doc Finance aujourd'hui c'est la première communauté financière de France. On a 400 000 membres à notre actif. On a la possibilité de réseauter, de regarder un petit peu les actualités spécialisées, les offres d'emploi, de stages, d'alternance, les entreprises de la finance, de l'écosystème financier. Pour ce live, donc, on sera accompagné de 2 personnes, de 2 intervenants. Jean-Marc Paillet, conseiller en gestion de patrimoine et directeur du programme MBA 2 gestion de patrimoine chez Financia Business School. Et Raphaël Charnier, conseiller en gestion de patrimoine à la Banque Postale. Donc, bonjour, bonsoir à vous deux à nouveau. Merci encore d'être là pour ce live. Le but, ça va être de débattre évidemment sur le sujet, de répondre aux questions des personnes qui sont présentes sur ce live. Donc, n'hésitez pas à poser dès à présent vos questions en commentaire. On y répondra au fur et à mesure. Et dans un premier temps, je vous propose une petite présentation de vous deux. Donc, je laisse la parole dans un premier temps à Jean-Marc. Merci Sébastien. Écoutez, bonjour à tous. Moi, je suis Jean-Marc Paillet. J'ai 2 métiers. Je fais 2 choses dans la vie. Mon premier métier, je fais de la gestion de patrimoine. Je fais maintenant de la gestion de patrimoine depuis à peu près 25 ans. Je l'ai fait pour des grands groupes. Je l'ai fait aussi pour la banque assurance et je le fais maintenant pour mon propre compte. Ça fait 11 ans que je suis à mon compte dans un cabinet de gestion de patrimoine indépendant. Ça, c'est ma première casquette, mon premier métier. Deuxième métier que je fais, comme Sébastien l'a évoqué, j'ai la direction de la MBA en gestion de patrimoine, ça s'appelle Financia. Et je vois notamment aussi déjà dans le chat qu'il y a des personnes de Financia que je salue aussi tout particulièrement. Directeur de gestion de patrimoine, qu'est-ce que c'est? J'anime ni plus ni moins ici un cursus complet en gestion de patrimoine. Et l'idée c'est de former à ce métier. Dernière partie de mon métier, je suis aussi consultant indépendant de la formation professionnelle et je suis ravi d'être avec vous ce soir. Merci beaucoup Jean-Marc. Donc on va passer à Raphaël. Bonsoir Raphaël. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Raphaël, on ne vous entend pas. Ah, alors oui, j'avais un petit problème de micro. Voilà, c'est bon. Ouais, c'est bon. Bonsoir à tous. Donc Raphaël Charnier, j'ai actuellement 25 ans. Donc moi, je suis issu exclusivement d'un cursus en alternance. Donc j'ai travaillé 3 ans dans le secteur de l'assurance et j'ai effectué un master en ingénierie en patrimonial durant 2 ans à la Banque Postale. Et donc suite à ça, on m'a confié un poste en tant que conseiller spécialisé en patrimoine à Neuilly-sur-Seine que j'exerce depuis septembre dernier. Donc ça fait maintenant 6 mois. Et donc j'effectue du coup ça dans le secteur à la Banque Postale. Et donc, je suis ravi d'être là pour pouvoir débattre sur cette problématique de la confrontation entre les cabinets indépendants et la banque. Merci beaucoup, Raphaël. Du coup, dans un premier temps, avant justement de répondre aux premières questions, donc n'hésitez vraiment pas à poser vos questions dès à présent en commentaire. Je vous propose du coup de pouvoir commencer un petit peu à parler du thème, à savoir de la gestion de patrimoine en cabinet ou en banque. Donc, dans un premier temps, peut-être de faire un petit état des lieux finalement de la gestion de patrimoine, le secteur de la gestion de patrimoine, les différentes institutions qui existent dans la gestion de patrimoine, assurance, banque, cabinet indépendant ou autres, les types de profils qu'on peut retrouver et peut-être aussi on aura l'occasion de parler un peu de l'année, de faire une rétrospective de l'année 2020 et la gestion de la crise. Est-ce que ça a impacté fortement
ou non finalement le secteur de la gestion patrimoine. Donc je propose peut-être Jean-Marc, est-ce que vous pouvez commencer à faire un petit état des lieux finalement du secteur? Tout à fait, bien sûr. Donc, merci Sébastien. Donc, un secteur très concurrencé dans lequel il y a beaucoup d'entrants. Nous sommes sur une demande notamment donc liée bien sûr donc à une clientèle qui est complexe. Et au regard de ces clientèles complexes, nous avons effectivement donc ici une pluralité donc d'intervenants. Parmi eux, bien sûr, donc la banque traditionnelle avec des services en gestion de patrimoine. Elle s'octroie notamment donc aussi une belle part de marché. Mais vous avez aussi la banque privée, qui est un acteur intéressant, plus dans le haut de gamme, plus sur des clientèles très pointues. À côté de ça, on va avoir donc les indépendants. On dit aujourd'hui que les indépendants sont, grosso modo, donc la 5e banque de France, lorsque je les agrège, lorsque je les rassemble. À côté aussi, les assureurs. La gestion de patrimoine chez les assureurs, elle est montée en puissance, elle est bien là, puissante aussi en expertise. N'oublions pas aussi les banques privées indépendantes, qu'elles soient donc françaises ou étrangères, et dans une moindre mesure aussi donc les fintechs. Un marché très concurrentiel, tout simplement parce que les parts de marché sont très demandées. Le marché est un marché dans lequel cette concurrence est âpre, mais attention, elle n'est pas forcément frontale. Nous voyons bien que tous ces différents secteurs, tous ces différents acteurs ont aussi leurs particularités. C'est ce qui rend notre métier très intéressant à vivre, notamment donc par rapport au positionnement, mais très intéressant aussi donc à enseigner. Merci beaucoup, Raphaël. Peut-être un petit mot sur le métier de gestionnaire de patrimoine en banque, notamment. Alors oui, tout à fait. Donc moi, je suis rentré à une période très incertaine. Donc à peine arrivé, j'ai subi le deuxième confinement. Donc effectivement, c'était une prise en main assez délicate. Donc un travail essentiellement à distance. Donc, faire venir les clients dans un contexte de confinement, bon, c'est très délicat. Mais ensuite, il y a aussi, surtout dans le secteur patrimonial, donc moi, j'ai une clientèle essentiellement assez âgée. Donc, bon, il faut bien sûr, les mesures sanitaires sont mises en place pour éviter toute contamination. Mais bon, c'était très délicat de pouvoir déjà avoir un relationnel en présentiel. Et moi, c'est ce qui m'enchante dans ce métier. Et donc, effectivement, là, on commence à revenir dans un contexte qui est quand même un peu plus abordable pour rencontrer ces clients. Mais on est aussi sur un marché financier encore incertain, donc avec une hantise et une peur de s'engager. Donc voilà, c'est là où on apporte aussi nous notre vision de rééduquer les placements financiers, donc d'apporter une nouvelle plus-value dans un contexte très incertain. Donc ça, c'est aussi notre rôle en tant que conseiller en patrimoine, d'agir en bonne intelligence et avec discernement dans ce qu'on peut préconiser aux clients. Merci beaucoup, Raphaël. Et du coup, alors, il me semble que vous vous occupez d'une clientèle plutôt particulière, mais en banque, il existe différents types de portefeuilles, différents types de métiers, notamment au niveau des entreprises. Comment ça se passe du coup, notamment à la Banque Postale? Alors, à la Banque Postale, ça va se décanter vraiment en plusieurs portefeuilles, effectivement. Donc, on va avoir un différent grade. On va avoir un conseiller, on va dire, plutôt entrée de gamme, avec une clientèle qui commence de développer, on va dire, son portefeuille. Et ensuite, on va avoir un milieu de gamme et après un haut de gamme, donc conseiller en patrimoine. Et ensuite, donc voilà, essentiellement centré sur les particuliers. Donc ça, c'est pour la partie particulier. Et ensuite, il y a le conseiller professionnel. Donc eux, on va travailler on peut dire dans une synergie croisée. Donc parce que je peux avoir des clients qui peuvent avoir des affaires et du business avec notre conseiller professionnel. Et donc moi, je vais gérer vraiment la partie particulier. Et ensuite, on travaille aussi étroitement avec la banque privée. Donc là, vraiment, c'est pour les clients un peu plus prestigieux. Et donc, on va tous travailler main dans la main, en quelque sorte, avec une synergie qui doit être productive et bien sûr dans l'intérêt du client. D'accord. Et en cabinet indépendant, je suppose que vous traitez les particuliers professionnels également? Oui, les deux, donc bien entendu, donc avec le même aspect donc de qualité. Alors en ce qui me concerne, moi j'ai plutôt un biais donc plutôt professionnel, de par, je dirais donc l'antériorité donc des postes que j'ai occupés, et aussi tout simplement parce que les hasards de l'envie font que on s'occupe notamment donc de dirigeants, on s'occupe aussi donc de professions libérales. Là-dessus, la technique notamment donc elle est importante,
mais elle n'est pas non plus essentielle. Il y a aussi donc un grand facteur humain, un grand facteur dans lequel on va coller aux besoins, notamment donc de notre clientèle. Ça, c'est la première des choses. Deuxième élément, on peut aller notamment aussi sur des éléments donc techniques, c'est-à-dire sur les comptes du dirigeant, sur les comptes de cette profession libérale, pour proposer aussi à toutes ces personnes un suivi adapté tout au long notamment du cycle de leur entreprise et de leur activité. C'est ce qui va aussi donc nous différencier, je dirais, donc des acteurs classiques et notamment donc de la banque. Donc c'est vrai que nous avons ces quelques cartes en plus dans notre jeu, mais le contenu notamment donc des missions, l'objectif patrimonial qu'on va détecter lorsque nous entrons en relation, c'est effectivement donc la clé d'entrée. Et je pense que Raphaël et moi-même, on la partage, cette clé d'entrée. On est là, bien sûr, pour éclairer les chemins de nos clients et pour réaliser leurs objectifs patrimoniaux. Merci beaucoup Jean-Marc. Raphaël, il y a déjà quelques questions, donc on va pouvoir commencer à y répondre. On va commencer par les bases finalement. Donc nous avons une question de Djibril. Bonjour Djibril, doit-on faire un master gestion de patrimoine pour devenir CGP? Donc voilà, je sais pas Jean-Marc, si vous voulez peut-être prendre la parole vu que vous représentez aussi une école. Merci Sébastien. Oui, donc Djibril, je conseille vivement notamment donc d'avoir cette carte dans votre jeu pour deux raisons. La première, c'est que l'avantage notamment donc d'aller à l'intérieur d'un cursus pour apprendre la gestion de patrimoine va vous permettre de comprendre tout ce métier dans sa largesse. Bien sûr, les éléments techniques fondamentaux qu'on ne peut pas inventer et qu'on apprend à l'école, le droit, la fiscalité, la réglementation et les interactions qu'il y a entre les deux. Mais aussi cette partie aujourd'hui de performance, comme l'a évoqué tout à l'heure Raphaël, le fait de trouver notamment donc les moyens avec les actifs financiers, les actions, les obligations, de réaliser une allocation d'actifs qui donne des rendements, et bien entendu aussi tout ce qui va concerner une partie plus fine, une partie de posture, une partie de comportement essentiel notamment pour présenter et réaliser notre métier. Donc Djibril, apporter notamment ses connaissances, mais aussi son envie, sa motivation à l'intérieur d'un cursus, on aura notamment donc un effet de levier. En plus, si comme pour Financia, vous choisissez l'alternance, vous aurez ni plus ni moins un écho de ce que vous faites en cours à l'intérieur de vos missions, à l'intérieur de vos postes, à l'intérieur, bien entendu, de cette mission de gestion de patrimoine. Joindre aussi l'utile à l'agréable, c'est aussi l'alternance qui vous permet donc d'avoir des débouchés concrets et d'être bien armé à l'intérieur de ce cursus. Mais ce n'est pas tout. Vous avez aussi, grâce notamment donc à cette carte, la possibilité de comprendre que la formation dans nos métiers, c'est toute sa vie. Toute sa vie, on se forme. D'abord, d'un point de vue réglementaire, il y a des choses qu'on ne peut pas inventer et qui régulièrement sont mises à niveau. Pour ceux qui nous écoutent et qui sont professionnels, la DDA, l'IAS, la partie IOB-ESB, donc tous ces éléments-là, bien sûr, il faut s'y mettre et bien entendu, on est sanctionné là-dessus. Deuxième chose, la curiosité, la façon notamment donc d'envisager donc son cursus et aussi son devenir, c'est un élément donc essentiel parce que l'activité va de l'avant. Nous regardons aujourd'hui des crises, certes, mais aussi des opportunités, des jurisprudences qui bouleversent effectivement donc le monde dans lequel nous sommes au regard d'idées qui sont acquises. Et bien entendu, c'est pas un scoop, mais une fiscalité qui est changeante. Autant d'éléments, encore une fois, pour trouver tous les moyens de se former et bien se former. Et du coup, donc Djibril, cette carte, ce master en gestion de patrimoine, vous permettra donc d'avoir ce socle de connaissances fiable et notamment donc ici, comment vous dire, plutôt projectif par rapport donc à ce que vous voulez faire. Et il me semble que c'est tout à fait pertinent donc, dans cette réflexion. Merci beaucoup Jean-Marc. Raphaël, un petit mot là-dessus. Est-ce que du coup la Banque Postale ou dans une banque, c'est une bonne chose d'avoir un master spécialisé gestion de patrimoine pour devenir CGP? Alors oui, je vais rejoindre les mêmes propos que Jean-Marc. Donc effectivement, il faut s'investir dans ce master parce que c'est vraiment les fondamentaux à maîtriser. Moi, ayant fait déjà la clé de voûte de cette formation, pour moi, ça a été l'alternance. Ça m'a permis de voir la théorie, mais de la mettre aussi en pratique. Donc, je recommande l'alternance. On se rend compte durant tout ce cursus et ce master que la gestion de patrimoine, c'est un terrain énorme à arpenter. Donc, il y a énormément de choses à assimiler. Donc, c'est pour ça que je rejoins aussi l'avis de Jean-Marc sur la curiosité. Donc, il faut avoir une veille constante sur ce qui se passe autour de nous, parce qu'on doit aborder que ce soit la fiscalité, la juridiction, le financier. C'est vraiment tous ces facteurs-là qui sont primordiaux à notre métier pour justement pas fourvoyer le client et l'éclairer,
hein, je reprends les mêmes propos. Donc, c'est essentiel. Après, avec du recul, on se rend compte que il n'y a que la pratique hein, qui va vraiment pouvoir nous éveiller sur le sujet. Parce que l'alternance, moi, m'a permis, donc ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir, hein, mais m'a permis d'être en observation, mais de pouvoir monter en compétences, hein, mais sans pouvoir monter, on va dire, un dossier de crédit immobilier, par exemple, de A à Z. Donc ça, c'était toujours la main à un tuteur, et ça permet déjà d'avoir une vision, mais il faut prendre des notes, c'est primordial. Et ensuite, la pratique sur le terrain, effectivement, il n'y a que ça de vrai, donc il n'y a pas de secret. Mais oui, je recommande vivement le master en expert en ingénierie patrimoniale pour pouvoir prendre en main déjà ce métier qui est plein de surprises. Merci beaucoup. Du coup, on va passer à une autre question. Cette fois-ci, une question plus sur le côté indépendant, enfin cabinet en tout cas. Déléa, je ne tombe que sur des postes d'indépendants en cabinet. Est-ce que est-ce qu'il y a des cabinets du coup en gestion patrimoine recrutent également en salariés? Donc là, peut-être une question pour Jean-Marc. Alors, c'est vrai que cette question donc, est délicate, hein. D'abord, Sébastien, il faut éclairer notamment donc, nos éditeurs là-dessus. Du travail donc notamment dans le cadre, je dirais donc d'une gestion de patrimoine indépendante. La première chose qui nous marque, c'est essentiellement tout d'abord la pluralité donc des cabinets qu'il peut y avoir en matière notamment donc de gestion de patrimoine. Tous ces cabinets ne sont pas donc des structures équivalentes. On est parfois sur des structures humaines très petites, ok. Et à côté, on est parfois, bien entendu, sur des structures qui sont donc beaucoup plus grandes, avec donc des services et bien entendu une organisation interne beaucoup plus poussée. Donc, premier mot, des structures très hétérogènes. Là-dessus, forcément, on va avoir toute une liaison avec le contenu de la mission du CGP. Bien entendu, la première, pour ces structures, je dirais donc modestes, ou ces structures donc humaines petites, bah, la première des choses, elles n'ont pas forcément donc les moyens d'envisager correctement, je dirais donc la tenue donc de salariés, avec bien sûr notamment donc les contraintes salariales qui sont derrière, les implications donc aussi. Donc c'est vrai que la plupart du temps, elles vont choisir des statuts qui sont donc peut-être un peu plus light, notamment donc en matière de contrat, et bien entendu un statut donc d'indépendant aussi. Ce sont des bonnes écoles, ce sont des écoles dans lesquelles les défis sont là, dans lesquelles les challenges à relever sont nombreux. C'est certainement donc, je dirais donc une implication très très forte et personnelle à l'intérieur notamment de ces premières expériences. Bien entendu, ça ne convient pas à tout le monde. Ceux qui ont besoin notamment d'avoir une structure fiable, des revenus réguliers, ben oui, là c'est déjà donc plus complexe. Mais il n'en demeure pas moins que tous ceux qui ont ce goût, je dirais, de relever du défi et des challenges, peut-être déjà donc une première expérience intéressante. Maintenant, oui, il y a des cabinets donc, en gestion de patrimoine structuré qui proposent donc des postes de salariés. Ces postes de salariés sont aussi donc des postes qui peuvent déboucher aussi sur des postes d'associés lorsque le salarié a montré notamment donc son implication, lorsqu'il a montré aussi sa capacité donc à lier, je dirais donc des clientèles, à rechercher notamment aussi de beaux portefeuilles et de beaux dossiers, autant d'éléments pour construire durablement, notamment encore une fois avec un cabinet donc ces relations. Des anciens étudiants ont commencé indépendants, notamment donc dans le cadre d'une mission donc plus légère, avec bien entendu donc cet aspect, je dirais donc parfois donc d'incertitude. Et puis petit à petit, ont commencé donc à travailler leur clientèle, monter en gamme, pour ensuite donc devenir associés. Certains, ils sont donc devenus par le biais donc du salarié et sont arrivés aussi, Sébastien, donc à des postes équivalents. Donc oui, vraiment de l'hétérogénéité donc dans cette question. Voilà ce que je peux apporter notamment comme début de réponse à cette question. Très bien. Et Raphaël, en banque, je suppose que voilà, c'est des postes évidemment salariés à 100%. Il n'y a pas de poste d'indépendant en banque. Ah oui. Voilà. Pas à ma connaissance. Comment? Non, pas à ma connaissance du moins, mais effectivement, Ouais, oui, c'est seulement des postes de salariés. Un petit peu dans le thème, du coup, on en profite. J'ai une autre question, du coup, sur le côté indépendant. Est-ce possible d'être indépendant dès la fin de ses études? Et peut-être qu'on pourra ajouter, est-ce que c'est bien de se lancer dans l'indépendant, enfin, en tant qu'indépendant à la fin de ses études aussi? Ou est-ce que c'est mieux peut-être d'aller en banque aussi, peut-être pour faire ses premières armes? Alors, franchement, Sébastien, donc là, ça va dépendre des profils et je dirais des histoires de chacun.
Chacun a une histoire, notamment avec des envies, des projets en gestion de patrimoine. Il y a des profils qui ont envie, notamment donc, ici, et ils m'écoutent ce soir, j'en suis sûr, qui ont envie, notamment donc, à l'issue de leurs études, voilà, de franchir la ligne et de se mettre à leur compte. C'est une aventure humaine formidable, c'est une aventure dans laquelle les défis sont nombreux, mais les dangers aussi. Il n'en demeure pas moins que partir à son compte, sans portefeuille, à l'issue notamment donc, du master, c'est quand même quelque chose, compliqué, et bien sûr donc de risqué. Donc, à la première partie donc, de cette réponse, oui, pourquoi pas, pour ceux qui aiment relever les défis, mais bien entendu, ce côté portefeuille manquant peut faire défaut. Deuxième chose, la notion donc d'indépendance. Une fois notamment qu'on a eu ce premier tour de banque, avec peut-être aussi cette capacité à rester notamment donc éveillé, avec cette prospective clientèle, et l'envie notamment donc de constituer un portefeuille qui reste un actif, qui reste aussi quelque part, pour ceux et celles qui ont ce projet d'indépendance, qui restera son assurance chômage, qui restera aussi son gagne-pain, et bien entendu, donc une valeur intrinsèque forte. Oui, il y a des possibilités donc intéressantes. Mon conseil à tous ceux qui nous écoutent, c'est que réfléchissez bien, notamment à l'intérieur de vos projections, regardez bien ce que vous voulez faire, mais cette voie d'indépendance, qui parfois peut vous intéresser, est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Parce que, au fil notamment donc, de vos rencontres, au fil de ce que vous allez devenir dans ce métier, il y aura peut-être à un moment donné une conjonction de planètes alignées qui diront « ça y est, c'est le moment de le faire ». Moi, ça s'est passé comme ça pour moi. J'avais envie de le faire à un moment donné dans ma carrière. Je ne savais pas quand, je ne savais pas comment, mais j'ai pu le faire. Et je pense que cette idée notamment d'être entrepreneur en patrimoine, parce que nous sommes aussi sur un métier changeant, sur un métier à de multiples facettes, réserve notamment de belles surprises et je pense aussi de très beaux projets d'entreprise. Merci beaucoup. Et Raphaël, donc à l'heure actuelle, vous êtes en banque. Est-ce que c'est pas une bonne chose justement de commencer dans ce secteur-là pour se structurer, pour avoir une structure? Alors, effectivement, moi, ça m'est déjà traversé l'esprit de m'engager dans l'indépendance. Alors, durant ma licence, j'ai travaillé dans un cabinet de courtage, donc je faisais essentiellement de l'assurance. Et effectivement, j'ai pu constater que le fait d'avoir un portefeuille déjà préétabli, ce qui était le cas pour mon gérant qui avait racheté un portefeuille, donc qui nécessite forcément des fonds, était déjà un frein, parce que moi, j'avais pas forcément de capitaux à dédier à l'achat d'un portefeuille. Donc, il fallait déjà avoir des fonds et ensuite des prérequis, c'est-à-dire une expérience du terrain, une expérience de la gestion de patrimoine, parce que s'engager directement après un master dans une approche patrimoniale globale avec tout ce qu'on doit assimiler, on n'est pas obligé de tout savoir, mais forcément, il faut faire énormément de recherches. C'est quand même assez délicat. Donc, moi, mon avis sur la question, il est simple, c'est que je préférais par sécurité et par acquis de conscience de me faire mon bonhomme de chemin dans la banque, d'avoir une sécurité qui est déjà un salaire fixe, d'avoir une sécurité par rapport à un portefeuille déjà préétabli. Donc, c'est se faire la main, c'est un peu, je vulgarise un petit peu, mais monter en compétence doucement avec un portefeuille dédié, donc sans prospection, mais avec beaucoup de recommandations aussi. C'est vraiment un confort. C'est vrai, un confort. On a des objectifs, donc ce confort est aussi challengé par les objectifs qu'on nous donne. Mais effectivement, c'est quand même une sécurité et avant de s'engager dans cette aventure qui est l'indépendance. Donc oui, moi, mon avis, il est de vraiment se forger une expérience dans une banque. Enfin, bon, en tout cas, ça a été mon choix et je suis très, très, très satisfait de ce choix. Mais il pourra se tourner, bien entendu, après avoir monté en compétence, que ce soit vers la banque privée, vers plutôt l'indépendance. Après, voilà, le parcours peut être semé aussi d'embûches et de surprises. Donc, tout dépend aussi des rencontres qu'on peut faire durant notre ascension professionnelle. Mais voilà. J'espère que j'ai répondu à Sonia. Merci beaucoup à vous deux en tout cas. On va passer à une autre question du coup d'Éric Cré. En banque, l'approche patrimoniale n'est-elle pas trop biaisée par la vente de produits annexes, yard, moyens de paiement, etc. et par les temps forts du moment? Voilà, alors je ne sais pas si Raphaël, vous pouvez en parler un petit peu. Alors oui, c'est une vraie question, Eric. Alors effectivement,
on va vraiment mettre en avant et en exergue dans ce métier l'approche globale. Mais l'approche globale va être un travail sur l'épargne, le fonctionnement du compte. Donc, si tout se passe bien au niveau du compte courant, on va également voir tout ce qui est la partie assurance, donc assurance habitation ou la prévoyance, également les actifs, donc tout ce qui va être placement financier, et également les engagements, ce qu'on appelle les crédits. Donc, effectivement, tout ça s'imbrique dans notre approche. Donc, l'approche patrimoniale, effectivement, on peut penser qu'elle peut être altérée parce qu'on a des objectifs à rendre sur tout ce qui est vente de produits, de prévoyance, de montée en gamme de cartes, par exemple, d'équipements, donc ce qu'on appelle l'équipement. Donc, ça peut venir, on va dire que ça va venir nous gréver en temps sur une approche patrimoniale qui peut prendre généralement une vraie approche patrimoniale. Un rendez-vous patrimonial dure 2 heures en moyenne. Donc, pouvoir trouver l'équilibre entre ces approches patrimoniales en profondeur sur une étude et une problématique on va dire chevronnée, et trouver un équilibre entre la vente de ces produits-là, de ces équipements, effectivement peut venir freiner cette approche patrimoniale qui ne sera pas poussée à son paroxysme. Donc oui, effectivement, elle peut être biaisée, c'est le bon mot, mais il faut rester quand même dans l'intérêt client et ne pas avoir peur d'orienter, on va dire, si une problématique est vraiment un peu trop chevronnée ou un peu trop longue si on a l'opportunité, à la banque privée, par exemple, qui vont pouvoir gérer des problématiques patrimoniales pures et dures. Mais effectivement, c'est un petit peu la rançon de la gloire, c'est-à-dire qu'il faut savoir être bon partout au début, et ensuite, si on veut se tourner vers des approches patrimoniales vraiment approfondies, c'est vraiment plutôt le secteur de l'indépendance, je pense, en tout cas, de pouvoir s'atteler vraiment à 100% dans cette approche. Je ne sais pas si je me trompe, Jean-Marc, pardon, que tu fais peut-être des approches beaucoup plus approfondies que moi en banque, et que tu vas peut-être moins avoir cette approche sur la prévoyance, j'imagine, mais ce qui va être équipement, une gamme de cartes, voilà. Alors, toi, Raphaël, ce qui est intéressant notamment, c'est que, bon, c'est vrai que c'est moyen de paiement, donc moi, j'en fais pas du tout. En revanche, donc, je peux comprendre que ces moyens de paiement sont aussi les moyens de fidéliser une clientèle, et notamment donc sur les types de paiement haut de gamme. Je pense notamment donc à tout ce qui est donc moyen de paiement donc pointu, donc aujourd'hui, notamment donc les Visa Black, ce genre de choses. Donc là, on a peut-être aussi les moyens de parler à une clientèle en relais, notamment donc de chiffre d'affaires. Voilà, moi, j'ai pas ce segment, donc je peux pas en parler, mais je peux comprendre notamment donc un responsable de marché qui peut avoir donc ici pas forcément une pression, mais en tout cas donc une envie de pouvoir proposer des moyens de paiement adaptés à des clientèles pointues. Donc ça, c'est un élément qui, je pense, reste dans le giron de la gestion de patrimoine. S'agissant maintenant donc de l'IARD, alors la prévoyance haut de gamme, elle existe, et notamment donc pour l'entreprise, le dirigeant. Elle est quand même quelque part aujourd'hui donc bien travaillée à l'intérieur notamment donc d'analyse, dans lequel on essaye donc de faire ressortir bien sûr le besoin en prévoyance, que ce soit donc par l'intermédiaire de capitaux d'essai, par l'intermédiaire d'hommes clés, ou dans l'intermédiaire donc de garanties croisées, encore une fois, pour laisser, je dirais, tout l'aspect décisionnel dans les mains de notre client dirigeant. Et quand on aborde notamment cette typicité de clientèle, Raphaël, l'idée c'est que on va utiliser notamment donc l'analyse patrimoniale. Alors on se base bien entendu sur des éléments communs, le KYC, la trame. Je vais ni plus ni moins comprendre ce qui se passe comme objectif patrimonial, qui est finalement donc ce que je dois donc éclairer et nourrir. Je vais utiliser toute la partie recueil d'informations pour ni plus ni moins alimenter mon analyse patrimoniale. Je fais de la data value en fait. Je vais donc donner toute cette matière de la valeur, et je vais ni plus ni moins donc ouvrir des préconisations qui sont donc des alternatives qui répondent à un objectif patrimonial. Voilà. Et ça, donc quand j'ai tous les éléments, ça me prend effectivement donc entre 6 et 8 heures de travail pour réaliser notamment donc des alternatives complètes sur la partie prévoyance, sur la partie allocation d'actifs et financière, sur la partie donc juridique, et bien sûr répondant donc à un cahier des charges autour d'un objectif patrimonial. Voilà donc ce que j'ai pu éclairer notamment donc sur cette facette, tout en répondant bien sûr donc à Eric sur sa question. D'accord, merci beaucoup en tout cas pour ces réponses. Du coup, j'ai une autre question
que je vais afficher. Comment expliquez-vous l'impartialité dans le conseil qu'on fournit si on est rattaché à une banque et donc avoir des produits propres à la banque, dite maison, alors que quand on est indépendant, on peut exercer en architecture ouverte? Du coup, en banque, effectivement, on a nos produits de la banque. Alors, des fois, on peut avoir des produits, il me semble, qui proviennent peut-être de d'autres compagnies d'assurance. Ça peut arriver. Mais ceci étant, on est quand même assez restreint. En indépendant, on est indépendant. Donc, je pense qu'on est un petit peu plus ouvert, quoique on a aussi des indépendants en compagnie d'assurance qui sont quand même aussi assez restreints. Mais du coup, en banque, ça se passe comment? Comment vous faites justement pour, euh, pour gérer le fait que vous soyez lié en fait à ces produits de banque et maison du coup, que vous n'avez pas la main libre en fait par rapport à ça. Raphaël. Alors moi, je pars du principe qu'on a essentiellement en banque à peu près la même chose en boutique derrière nous, qu'on travaille aussi également avec, nous on travaille à la Banque Postale avec la CNP Assurance, donc effectivement on est étroitement lié à la CNP Assurance par exemple dans la vente de nos contrats d'assurance vie, mais qui a quand même un panel assez large. Donc nous, quand on part du principe que on a à peu près tous la même chose en boutique, c'est que on va avoir une différenciation dans les rendements essentiellement. Mais ensuite, pour ce qui est d'un véhicule financier intrinsèque, on va retrouver à peu près la même structure. Donc, ce qui va différencier dans l'approche d'indépendant, ça va être vraiment, oui, l'architecture ouverte. Donc, on va pouvoir être plutôt assez souple pour trouver le mieux pour le client. Donc, c'est vraiment une approche intérêt client, mais pour trouver la meilleure offre possible sur le marché. Et c'est vrai que nous, on va rester cantonné à ce qu'on a en boutique. Mais bon, derrière, je trouve qu'on a quand même une offre assez riche pour pouvoir répondre aux besoins des clients. Du coup, moi, de mon côté, Sébastien, donc, et bien sûr, je réponds donc à Célim. Je vais quand même ici mettre dans mon jeu une belle carte. C'est effectivement une carte de neutralité dans laquelle déjà j'ai purgé les conflits d'intérêts, puisque le régulateur nous montre aussi, je dirais, donc ses dents par rapport donc, à ces notions de conflits d'intérêts, et que je vais pouvoir proposer, alors s'agissant notamment donc, d'un produit financier concurrentiel, s'agissant aussi de l'allocation d'actifs, c'est-à-dire donc je travaille sur le volet de créer de la performance à l'intérieur notamment donc, de ce contrat d'assurance vie ou de ce compte titre. Eh bien oui, je vais pouvoir, Célim, proposer des bons fonds. Et les bons fonds, ça répond ni plus ni moins à un cahier des charges. La sélection de fonds, si je peux notamment parler ainsi, ça fait partie quand même d'un élément qui nous est propre et qui nous permet de faire de la différence en matière de performance entre sans doute des produits à la banque, et non pas qu'ils sont mauvais, mais qui sont sans doute, je dirais, donc, dans des proportions donc, plus restreintes. Il y a aussi donc, des bons fonds donc, à la banque. Mais je n'ai pas, moi, le spectre, notamment donc, ici, uniquement d'une compagnie ou d'un asset manager. J'ai effectivement donc, la totalité donc, du marché qui m'appartient, ce qui me permet effectivement donc, d'aller chercher les fonds que je veux. Et cette partie, je la travaille. Je la travaille parce que j'en fais la différence aussi, notamment donc, vis-à-vis donc, parfois, je dirais, donc, de propositions clients, lorsque je vais essayer de travailler en prospection des clients pour arriver notamment à les faire transférer sur des comptes titres ou de l'ouverture, notamment en one-shot sur des contrats d'assurance vie. Cette allocation d'actifs, elle va être notamment donc, différenciante de par notamment donc, les fonds que je peux trouver à l'intérieur. Voilà. Là, j'ai effectivement ici un élément que je peux mettre en avant à l'intérieur d'un conseil et bien entendu donc, par rapport donc, à la position qu'évoquait Raphaël. Merci beaucoup. Du coup, on a une autre question de Djibril qui demande est-ce qu'on peut évoluer en banque privée quand on est en banque de détail? Donc là, Raphaël, peut-être que vous pouvez dire un mot par rapport à ça, par rapport à la Banque Postale notamment, puisque la Banque Postale a une banque privée. Oui. Comment ça se passe? Est-ce qu'on peut passer de la banque de détail à la banque privée? Alors, bien sûr, il faut savoir qu'il y a un cycle au sein d'une banque, c'est qu'il y a un turnover, et il y a une montée en compétences qui est possible. En tout cas, moi, j'ai l'expérience de la Banque Postale et je sais qu'elle octroie ses compétences, ses opportunités, à
ses salariés. Donc, on peut partir de l'échelle la plus basse à la plus haute. Donc, tout ça, c'est une question aussi de faire ses preuves, de pouvoir mener sa barque et atteindre ses objectifs. Donc, effectivement, moi déjà, ça serait pas une fin en soi, mais ça serait un objectif d'atteindre la banque privée. Surtout que j'ai la chance que la BPE ait rejoint la Banque Postale. Et donc, oui, bien sûr, c'est tout à fait possible. J'ai des collègues qui ont commencé en tant que conseiller clientèle, c'est-à-dire vraiment entrée de gamme, et qui sont maintenant à la banque privée, et donc qui ont pu évoluer. Donc après, chacun met un peu à son rythme cette évolution, bien sûr, mais effectivement, oui, c'est possible, et ça a été prouvé. D'accord. Et du coup, Jean-Marc, par rapport justement finalement à votre vision du marché et notamment tous vos étudiants et alumni, je suppose que vous devez avoir, vous avez des exemples de profils qui ont évolué, ou alors des profils jeunes diplômés peut-être qui sont rentrés directement en banque privée, c'est possible ça? Alors, bien sûr, ça a été possible. Il y a des profils qui ont eu, je dirais, donc ce sésame, tout simplement parce que préalablement, il y a eu une alternance aussi, et sans doute donc des histoires donc à concrétiser. Donc, ce sont des choses qui se sont passées. Mais l'évolution ensuite, donc cette évolution vers la banque privée, encore une fois, elle va dépendre, je pense, de deux facteurs. Le premier facteur, c'est sa capacité, je pense, donc déjà à répondre à des besoins patrimoniaux, donc des clientèles. Et ensuite, aux compétences que nous avons vis-à-vis de ces clientèles. En fait, Sébastien, il n'y a pas de secret. On a les clients qui nous ressemblent. Plus je vais être compétent, plus je vais avoir effectivement donc des clientèles qui vont être aussi compétentes et qui vont me challenger. Et plus je vais donc gagner en maturité, plus je vais aller vers des clientèles qui vont être pointues, haut de gamme, et bien entendu, donc je vais pouvoir gapper notamment en portefeuille. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième des points, après, la vie est faite de rencontres. C'est-à-dire que vous avez aussi sur notre chemin parfois donc des projets qui vont donc alimenter l'évolution notamment donc du CGP, soit notamment donc vers une partie conception, d'accord, donc de produits financiers, soit pour une partie pour certains donc d'asset managers ou d'experts, ou encore bien entendu donc des visions un peu plus à l'international, notamment donc vers des pays dans lesquels la gestion patrimoniale se fait donc à grande échelle et avec effectivement donc des mesures et des fiscalités tout autres. Donc oui, un spectre, je dirais donc assez large, notamment donc sur les évolutions. Mais encore une fois, dans notre métier, tout commence par un client qui a un objectif patrimonial. Et ensuite, ce chemin peut nous mener, encore une fois, donc avec, je dirais donc une certaine humilité sur des choses qui peuvent être très très intéressantes en matière de débouchés. Merci beaucoup. Du coup, on va passer à une autre question. De Jam, la certification AMF est-elle obligatoire ou un atout pour être conseiller, alors soit indépendant ou soit dans une banque? Est-ce que c'est différent d'ailleurs par rapport à ça? Alors, je me lance sur la question. Ouais. Alors, Jam, oui, elle est obligatoire. Elle est obligatoire. C'est-à-dire que dès que vous voulez parler à un client, produit financier, ne serait-ce que pour des choses parfois donc très simples, aujourd'hui, le sésame, en plus donc du diplôme, c'est effectivement donc vous avez déjà ce diplôme, ça va être la certification donc AMF. Cet acquis, c'est la certitude notamment donc de dire que voilà, je corresponds ni plus ni moins aujourd'hui dans mon domaine à ce que souhaite le régulateur. Donc je suis en phase avec lui, c'est le minimum pour exercer. Et d'ailleurs, les indépendants ont aussi cette certification AMF. Nous avons effectivement des chambres syndicales qui nous représentent notamment et qui représentent le régulateur. Et j'ai été, moi aussi, tout comme vous, donc obligé de passer, même de repasser notamment cette certification dans le cadre notamment donc, de notre travail indépendant. Donc, un atout et une nécessité surtout, Jam. Voilà, la finalité de cette question, c'est que on n'a pas le choix. Et encore une fois, tant mieux, parce que ça permet notamment, encore une fois, donc d'être tous à armes égales et de donner aux clients de la profondeur dans nos conseils, de la justesse dans les évocations, notamment donc, de ce qu'on peut présenter, et surtout donc un niveau d'expertise, encore une fois, conforme par rapport à ce que veut un régulateur. Raphaël, je suppose que vous confirmez certification AMF obligatoire. Tout à fait. Il faut savoir qu'avant tout, c'est vrai que la certification AMF maintenant a été réformée depuis assez récent. Donc, elle peut effrayer, je peux comprendre, parce qu'il y a énormément d'informations. C'est très condensé.
Donc ça peut effrayer, mais c'est obligatoire et ça se transforme en atout par la suite parce que on se protège aussi en quelque sorte, hein, parce qu'on met en jeu notre responsabilité dans notre conseil. Donc il est important de savoir comment se structure et quels sont les acteurs, hein, et les régulateurs du marché. Donc il est quand même c'est un incontournable, hein. Il faut savoir qu'est-ce qui nous entoure. Et dans quoi on met les pieds, hein, en quelque sorte, et surtout pouvoir se couvrir, hein. Ceux qui nous écoutent, hein, le remarqueront par la suite qu'on est régi par une conformité vraiment en place et vraiment structurée. Donc il faut avoir toutes ces connaissances que nous prodigue l'AMF, hein. Et donc oui, c'est obligatoire et c'est un atout par la suite. Merci beaucoup. Et justement, on va passer à une autre question en parlant de conformité et tout ce qui est réglementaire. On a une question d'Ismaël. La réglementation MiFID 2 n'a-t-elle pas réduit la concurrence entre les banques et les cabinets en obligeant les banques à se diriger davantage vers l'architecture ouverte? Déjà, est-ce que c'est le cas? Est-ce que du coup les banques se dirigent davantage vers l'architecture ouverte, et est-ce que du coup ça réduit la concurrence? Jean-Marc? Je suis pas forcément en phase avec cette réponse, moi Sébastien. Je pense qu'au contraire, MiFID oblige ni plus ni moins donc les banques à faire davantage, je dirais, donc des choses qu'elles connaissent, dans un périmètre qu'elles connaissent. Donc davantage effectivement donc plutôt donc les produits maison. Donc ça c'est une vue donc de l'extérieur, hein. Dès lors que je vais être, comment vous dire, dans une organisation dans laquelle je vais aller chercher les produits donc à l'extérieur, du coup, effectivement, donc ça signifie donc des ressources, hein, pour savoir si je corresponds bien à ce cahier des charges, et dans les outils notamment donc de ce réseau, que ce produit extérieur, cet asset manager extérieur, ce que j'ai effectivement référencé, puisse entrer notamment donc correctement donc dans la partie du scoring, hein, donc de ce client. Donc je suis pas sûr que aujourd'hui MIF 2, la MiFID 2, hein, soit notamment quelque chose qui nous donne davantage de projection sur l'architecture ouverte. En tout cas, de vue de l'extérieur, hein. Maintenant, MiFID 2, c'est aussi quelque part la protection notamment donc de ses clientèles. Et du coup, la protection de ses clientèles, avec un changement donc de statut d'un client épargnant qui est devenu un consommateur, vous avez bien entendu forcément dans l'intérieur de ce statut une conséquence où tout ce qui va être à l'extérieur notamment donc d'un réseau est peut-être notamment donc plus complexe d'accès. Donc, moi, je ne suis pas notamment donc à l'intérieur donc d'une responsabilité, je dirais, donc d'un marché à l'intérieur d'une grande banque, mais il va de soi que tout postule, en tout cas, dans ces grandes banques, eu égard donc de cette réglementation, hein, d'ouvrir davantage peut-être les perspectives sur des gestions, je dirais donc des gestions conseillées, voire des gestions sous mandat, dans lesquelles effectivement la MiF 2 pourra donc davantage donc s'exprimer et surtout au regard de cette conformité, hein, d'être encore une fois donc conforme à cet aspect réglementation. Merci beaucoup. Raphaël, vous confirmez? Oui, tout à fait, oui, je rejoins son point de vue. Merci beaucoup. Et du coup, en parlant de réglementation, encore, on a une autre question. La réglementation n'est-elle pas devenue trop lourde, notamment pour un CGPI qui supporte seul ou en petite structure cela? Jean-Marc? Oui, alors Kevin. Déjà, donc, content de vous voir, donc Kevin, hein, donc c'est un plaisir. Kevin est étudiant chez Financia et Kevin a aussi un projet, bien entendu, hein, donc un projet personnel à terme, donc de monter un cabinet. Et je dirais sa réflexion, sa remarque est quand même sensée, hein. Voilà, est-ce qu'on n'est pas aujourd'hui, regarde donc de toute cette réglementation, on a évoqué donc MIF, mais il n'y a pas que celle-ci, hein, donc il y a la DDA, il y a tout ce qui va concerner donc la compétence juridique appropriée. Voilà, j'ai une superposition notamment donc de réglementation qui fait qu'on peut se demander, à juste titre, hein, Kevin, hein, est-ce qu'on n'a pas été trop loin et surtout est-ce que c'est pas trop lourd? Ma réponse est la suivante. C'est pas si évident notamment que ça. La réglementation, je vais pas faire son cheminement, donc, mais elle vient ni plus ni moins, donc elle a pour racine les crises. On a constaté qu'on part donc de très loin. Et l'avantage de cette réglementation, Kevin, il y en a quand même un, c'est que cette réglementation va ni plus ni moins structurer nos métiers. Et moi, ce qui me fait plaisir, je dis bien plaisir, dans cette réglementation, c'est qu'elle concerne tous les acteurs. On est donc tous à armes égales. Raphaël, moi, d'autres, les assureurs, les fintechs, tous, nous sommes obligés d'être dans une configuration d'agrément pour chacun de nos métiers. Donc, on est tous à armes égales là-dessus. Est-ce que notamment,
Maintenant que je suis indépendant, elle n'est pas trop lourde. Le problème, c'est que lorsque j'ai effectivement plusieurs métiers à l'intérieur de mon cabinet de gestion de patrimoine, l'immobilier, la gestion de portefeuille, l'assurance et le statut notamment où je fais des financements, le statut donc d'IOB. Il va de soi que je dois me former pour chacun de ces métiers et accepter, Kevin, la réglementation qui est à l'intérieur. Si je suis tout seul, oui, c'est un vrai challenge. Et là, peut-être que, entièrement raison avec vous, Kevin, la réglementation est peut-être un peu lourde. Donc, ça signifie que par cette réglementation, on a sans doute besoin de se structurer, on a sans doute besoin de s'agréger entre les indépendants, et certainement que c'est le sens de l'histoire. Regardons ce qui se passe à bien des égards dans notre métier, on regarde des fusions, quelle que soit la taille des cabinets, mais c'est sans doute aussi, de façon donc à le comprendre, une des conséquences de cette réglementation qui, quelque part, bien entendu, donc, est peut-être assez lourde, en tout cas aussi lourde que vous voulez effectivement nous le faire entendre, Kevin. Et je suppose qu'en banque, là, je pense que c'est assez lourd aussi, mais la différence, c'est qu'il y a une structure quand même assez énorme. Oui, effectivement, oui, la réglementation, c'est un fil rouge à suivre, hein, et donc ça va nous permettre, mais avant tout, comme l'a très bien dit Jean-Marc, hein, de mettre une structure dans notre métier et surtout de suivre des procédures conformes, hein, qui vont aussi nous protéger en quelque sorte. Donc, qu'il est important de la suivre scrupuleusement, hein, parce que derrière, on engage quand même le patrimoine de nos clients. Donc, ça peut se transformer. Alors, moi, j'ai vraiment la vision banque. Donc, effectivement, c'est allégé par toutes les structures qui sont déjà mises en place, hein. Mais effectivement, il faut être rigoureux dans cette approche, hein, parce que on engage notre responsabilité. Donc, oui, enfin, moi, j'ai assez facilité par ma structure, mais c'est quand même primordial pour pouvoir avoir le bon rythme, hein, et les bons conseils à apporter. Très bien, merci beaucoup. On va passer à une autre question, alors assez longue. On va essayer de la résumer. En gros, en banque, Jou explique qu'il y a beaucoup de turnover de conseillers pour différentes raisons. Est-ce que ça ne serait pas des situations pour éviter les conflits d'intérêts avec les clients, d'avoir justement trop de proximité avec les clients? Peut-être une gestion dans les banques justement pour faire en sorte que ce soit plus facile la gestion RH finalement dans les agences par rapport justement à un CGPI qui n'a pas forcément ce turnover, hein, parce qu'en général il suit son client de façon assez pérenne. Comment ça se passe peut-être à la Banque Postale? Comment ça se passe pour vous, Raphaël, au niveau justement de ce turnover? Est-ce que vous le sentez? Est-ce que vous le ressentez? Oui, alors ça, oui, il n'y a pas photo. Il y a un turnover, hein, et ça, c'est une des premières objections de nos clients, hein, c'est qu'ils en ont marre que les conseillers changent de manière intempestive, hein, et alors pourquoi ça s'explique, hein? Moi, si ça ne tenait qu'à moi, hein, je souhaiterais suivre mes clients toute une vie, hein, parce que c'est quand même un plaisir avant tout de pouvoir développer le patrimoine de nos clients, de les suivre pour un prêt immobilier, de pouvoir financer les études de leur enfant, d'atteindre des objectifs tels que la retraite ou la transmission. Mais il faut savoir que c'est comme ça que se dessine un petit peu le secteur bancaire, c'est que on a aussi des objectifs professionnels et de monter en compétences. Et malheureusement, moi là, je viens de prendre mon portefeuille, on va dire que le cycle va être de 3 ans, hein, si tout se passe bien. Et derrière, effectivement, je vais devoir monter en compétences. Et pour cela, si je veux atteindre un poste sur un autre secteur géographique ou tout simplement un autre poste un peu plus haut de gamme, tel que la banque privée, je ne vais pas avoir le même portefeuille affecté. Donc, inexorablement, je vais devoir mes clients devront changer de conseiller. Donc ça, c'est assez regrettable, hein, dans l'absolu, mais c'est comme ça qu'est construit le secteur bancaire. Et effectivement, c'est parce qu'on retrouve dans un cabinet indépendant. Donc c'est vrai que c'est un point assez négatif pour les clients, hein, ça, j'entends bien. Et si je comprends bien, donc du coup, c'est dû surtout en fait par déjà l'évolution du conseiller
parce il évolue justement dans son métier, donc il évolue au niveau de son portefeuille, parce que en banque c'est très cadré, donc un portefeuille reste un portefeuille, Ah donc ouais. on est obligé de le changer complètement. Et d'autre part, peut-être on va dire les évolutions géographiques, le fait de changer de secteur géographique, de déménager. Quand on est indépendant, je pense que c'est moins gênant. En fait, on peut garder effectivement ses portefeuilles un petit peu qu'on avait avant, même si on déménage. En banque, c'est compliqué. Ça reste un portefeuille d'agence. On peut pas le dispatcher. Voilà. Donc, je vois. Est-ce que finalement, c'est peut-être dû en fait surtout à ces 2 points? Alors oui, oui, essentiellement, oui, effectivement. Donc, parce qu'on, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, on a des objectifs professionnels, donc on peut être amené à changer de poste, mais également déménager, donc avoir des contraintes géographiques qui font que on doit décamper du lieu où on travaille. Après, pour répondre un peu plus précisément à la question, d'éviter les situations nauséabondes par exemple d'un conseil à un client et d'éviter la confrontation client, je pense que c'est assez tiré par les cheveux. Donc, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si moi je décide de travailler à Neuilly-sur-Seine toute ma vie, on me proposera des choses, hein, forcément, mais j'ai aussi mon libre arbitre, hein, de dire que je souhaite préserver ce portefeuille et ce poste-là parce que je m'y plais tout simplement. Hein. On n'est pas obligé aussi derrière de chercher toujours l'ascension. Donc on peut très bien se complaire, hein, dans un poste avec un portefeuille et de le suivre ad vitam aeternam, j'ai envie de dire. Donc, mais voilà, c'est ma vision et j'espère que j'ai pu répondre à Jou. Merci beaucoup. Et du coup, Jean-Marc, j'ai une autre question pour vous, parce que l'heure tourne. Du coup, j'ai une question de Conrad qui pose donc 2 questions. La première, c'est pourquoi la plupart des cabinets se positionnent uniquement sur des solutions d'investissement immobilier? Est-ce juste un choix stratégique? Pourquoi est-il plus compliqué, donc en deuxième question, de rentrer en banque privée, même avec un master en gestion de patrimoine? Ok, donc première partie de la question, Conrad, en ce qui concerne notamment donc, le positionnement donc, des cabinets plus partis sur un positionnement, on va dire, donc, sur la défiscalisation immobilière. En fait, c'est l'expertise qui est à l'intérieur. Hein. Vous avez donc des personnes qui ont bien sûr une appétence sur donc, de l'immobilier. L'immobilier, c'est le socle du patrimoine donc, des Français. Les Français adorent la pierre, le refuge, ils le voient bien. Hein. Donc, Conrad, pendant cette période de crise, hein, l'engouement donc, de l'immobilier. Donc, forcément, vous avez, je dirais, un positionnement stratégique de la part de cabinets à se diriger naturellement vers cette partie immobilière. En plus, deuxième atout de ces cabinets, la défiscalisation. C'est-à-dire que non seulement je constitue un patrimoine avec un crédit, et en plus, derrière, j'ai un avantage fiscal, qu'il soit Pinel, Malraux, et je peux décliner donc à l'envi notamment donc, tous ces avantages. Vous allez avoir véritablement quelqu'un qui va choisir notamment un positionnement immobilier avec bien entendu de la demande. Donc quelque part, je pense que c'est sans doute le positionnement le plus efficace en matière d'entrée sur le marché en gestion de patrimoine. Si je veux commencer aussi sur la partie financière, comme on l'a évoqué dans nos échanges avec Raphaël, avec nos auditeurs, il me faut un portefeuille, c'est-à-dire suffisamment d'encours pour que je puisse vivre des encours. Mais toper des encours comme ça, donc à l'extérieur, aller les chercher, ben oui, c'est compliqué. Alors, bien sûr, on peut transférer, compte titre, PEA, ce genre de choses, mais la collecte directe fait que derrière, le cabinet, qui n'a pas non plus la notoriété nécessaire aujourd'hui pour effectivement donc faire la différence, versus donc une banque ou une banque privée, bien entendu, il y a de la méfiance et des petits tickets d'entrée. Donc, c'est vrai que si j'étais positionné uniquement sur la partie portefeuille financier, la mise de fonds, le temps nécessaire pour en vivre, c'est un temps très long. On peut réfléchir après sur des stratégies alternatives, hein, Conrad, hein, sur l'achat notamment d'un portefeuille à l'extérieur, ou notamment donc, le fait d'utiliser donc, des mandataires pour nous aider donc, à bosser. Mais effectivement, donc, c'est plus facile, en tout cas, d'avoir, encore une fois, je dirais, donc, un axe immobilier eu égard des éléments que j'ai évoqués dans cette première partie. Deuxième partie, pourquoi est-il compliqué de rentrer en banque privée avec notamment donc, un master en gestion de patrimoine? En fait, il y a 2 raisons essentielles et je pense aussi une situation qui est liée aussi donc à l'intérieur, je dirais, donc des métiers de ces banques privées. En premier lieu, la banque privée, c'est un secteur très demandé par les étudiants.
Ça signifie qu'à la sortie donc d'un diplôme, le fait notamment donc d'essayer de travailler en banque privée est parfois donc un challenge qui n'est pas permis à tous. En effet, les banques ont ni plus ni moins donc des portefeuilles, je dirais, avec des clientèles particulières bien pointues ou des clientèles professionnelles dans lesquelles les compétences sont exacerbées. Et la plupart du temps, certains directeurs de marché ne vont pas souhaiter prendre ni plus ni moins donc un jeune diplômé par rapport donc à ces positions. Ensuite, on peut contourner notamment ces éléments-là avec le système donc des binômes, c'est-à-dire un senior et un junior. C'est ce que nous voyons effectivement donc à l'intérieur donc de certains banques privées en matière de positionnement. Deuxième raison, c'est que les postes sont rares, mais aussi les compétences qui sont donc derrière, au regard donc des profils, ne sont peut-être pas forcément abouties. On ne peut pas, à la sortie des études, prévaloir déjà, notamment, donc voilà, sans expérience, à se dire demain matin, je vais ni plus ni moins être sur un dossier d'une cession d'entreprise. L'ingénierie qui est derrière, l'expertise en question, demande notamment des compétences fines, des compétences qui sont parfois donc rares. Donc derrière, la banque, elle, a les ressources notamment donc, pour envoyer ses meilleurs conseillers. Ça, ce sont des choses qui ne sont pas forcément très, très, très faciles, effectivement, donc, à la sortie d'un diplôme. Enfin, l'autre élément que je voulais effectivement donc, évoquer, c'est sans doute une situation qui est, comment vous dire, aujourd'hui un peu plus délicate, liée notamment donc, à une crise financière qui complique aussi donc, la lecture du marché de la gestion de patrimoine et de la banque privée. Bien entendu, dans des situations donc, de marché dans lesquelles chaque année, vous avez, je dirais, donc, une rotation régulière. Oui, on peut essayer notamment donc, d'y rentrer en tant que junior, mais vous l'avez vu, cette crise aussi, et notamment donc, la façon dont elle a agi sur notre métier de gestion de patrimoine, comprime effectivement ici cette rotation et rend peut-être l'accès en banque privée un peu plus compliqué. Voilà effectivement donc mon expertise sur ces raisons. Elles ne sont peut-être pas toutes sur la table, mais en tout cas, je pense que c'est dans ces trois axes que vous allez trouver, Conrad, des éléments de réponse. Merci beaucoup. Du coup, dernière question peut-être. Question à nouveau d'Ismaël. Qui se pose la question, est-ce que les banques n'iront-elles pas vers une augmentation du ticket d'entrée en gestion patrimoniale afin de préserver leur rendement au regard du millefeuille réglementaire? Raphaël, tout le travail que vous pouvez faire sur la partie patrimoniale, les rendez-vous patrimoniaux, ce type de mission-là, est-ce que vous les faites systématiquement? Est-ce que ça devient plus rare justement? Je m'efforce d'avoir toujours cette approche globale sur le patrimoine du client, de prendre tout en considération. Il faut savoir qu'on a des quand même prérogatives sur la connaissance client. Donc, avant de pouvoir prendre n'importe quelle décision, moi, je m'efforce vraiment d'avoir cette approche. Donc, d'augmenter le ticket d'entrée à la gestion patrimoniale, je ne trouve pas injustement. On essaye de fidéliser le plus possible nos clients patrimoniaux parce que ce sont eux qui nous rapportent le plus de PNB, il faut le dire, produits nets bancaires. Donc, derrière, on est vraiment, ils sont dans nos petits papiers, comme on dit. Donc, il y a effectivement un suivi qui est présent et derrière notre approche doit toujours être de qualité parce que chaque décision va avoir un impact sur la transmission, sur l'atteinte de différents objectifs. Donc il faut toujours prendre en considération ces éléments-là parce que si on prend une décision sur un placement, derrière ça peut être les ayants droit qui peuvent nous le rétorquer. Donc il faut avoir vraiment une approche rigoureuse et scrupuleuse sur le sujet. Je confirme les propos de Raphaël, et je vais même plus loin. Donc, on a pu assister depuis quelques années à une baisse sur tous les réseaux des tickets d'entrée dans les grands acteurs de la gestion de patrimoine. Pourquoi les grands acteurs ont fait ça? Tout simplement pour ne pas se priver de potentiel. En effet, quand j'appelle ce ticket d'entrée, je vais ni plus ni moins détecter des clients à potentiel patrimonial et je vais les fidéliser le plus vite possible. Qu'ensuite, le travail du conseiller, la valeur qu'il a à travailler avec son client, la mise en place, comme l'a évoqué Raphaël, de cette approche globale, tout en servant effectivement et en nourrissant son objectif patrimonial, va donner de la valeur qui va encourager donc ce client à nous confier de plus en plus d'encours. Donc oui, le fait notamment donc de travailler cette montée en puissance des encours se fait, mais a posteriori. Et la première des choses, et toutes les banques le font, je pense, c'est effectivement de sélectionner les principaux candidats à ces potentialités patrimoniales. Et ça s'est fait dans la baisse du ticket d'entrée.
Merci beaucoup en tout cas pour ces réponses. Donc on arrive au terme de ce live. Voilà, donc ça fait à peu près 1 heure qu'on est ensemble. Je vous propose de conclure peut-être un petit mot chacun sur finalement soit une petite astuce que vous pouvez donner aux étudiants, jeunes diplômés qui vont se lancer dans une carrière en gestion de patrimoine, ou un petit mot au choix que vous souhaitez dire justement aux participants. Jean-Marc, si vous voulez commencer. Merci Sébastien. Oui, je vais commencer. En tout cas, merci donc à tous donc, de ces questions et de la qualité notamment aussi des différents éléments que vous avez pu nous donner. Moi, l'astuce, en tout cas, ce que je pourrais vous dire, donc pour finir, c'est ne perdez pas vos projets en gestion de patrimoine. La gestion de patrimoine est une aventure humaine avec un client. Et le fait d'aller sur cette aventure avec ce client, non seulement on va vous donner beaucoup de satisfaction, des satisfactions personnelles, des satisfactions pécuniaires, mais aussi ensuite, si derrière vous avez ce projet d'ambition, un jour, dans votre tête, de mener à bien un projet d'entrepreneuriat patrimonial, bien écoutez, vous verrez, et vous penserez peut-être notamment dans ce live ce soir, que les planètes seront un jour alignées. Pour le réaliser, il faudra sans doute prendre ce pari pour jamais le regretter. Merci beaucoup Jean-Marc. Raphaël. Alors, déjà, oui, merci pour toutes ces questions qualitatives. Donc, moi, l'astuce que je pourrais donner, c'est effectivement de ne pas perdre cet objectif de s'engager dans la gestion de patrimoine, parce que c'est un métier qui est vraiment très riche. On est sur des problématiques qui diffèrent de jour en jour. Donc, ce sont des journées qu'on ne voit pas passer, clairement. Donc, ça, c'est vraiment une plus-value. Et ensuite, je mettrai un point d'honneur à ma formation, c'est-à-dire l'alternance, de pouvoir vraiment mettre un pied à la fois dans la gestion de patrimoine et un pied en cours dans la théorie, parce que c'est vraiment la clé de voûte de l'approche qu'on peut avoir sur le métier, de savoir si vraiment on veut s'engager aussi dans cette voie-là. Ensuite, moi, la banque, je pense avoir fait le bon choix par rapport aux prérequis que demande ce métier-là. Par la suite, de pouvoir vraiment avoir une approche dans un premier temps patrimoniale, et de développer aussi ça forcément, parce que l'essence même du métier, c'est de pouvoir emmener le client vers la banque privée, de développer le maximum son patrimoine. C'est un peu la suite logique des choses. Mais donc vraiment ne pas lâcher. Et persévérer, parce que c'est aussi challengeant, on le voit avec la réglementation qui est lourde, les objectifs à atteindre. Donc il faut être persévérant et patient à la fois, mais toujours y aller avec le cœur et la passion, parce que c'est ça qui nous maintient dans ce métier. Merci beaucoup Raphaël. Donc, bien, on a fini pour ce soir, pour ce live. Un grand merci encore une fois à vous deux pour ces interventions. Je pense que ça a été intéressant. J'espère que les participants ont pu apprendre justement de nouvelles choses sur le secteur de la gestion de patrimoine, que ça a pu aussi donner envie à certains de se lancer dans ce secteur, dans ces carrières en gestion de patrimoine, alors soit en banque, soit en cabinet. Finalement, c'est complémentaire. Finalement, c'est des carrières qui peuvent se recouper à un moment donné. Le replay sera disponible sur Facebook juste après ce live. N'hésitez pas à le partager, à le liker. N'hésitez pas à liker notre page Facebook. Le replay sera également disponible dès demain sur notre chaîne YouTube, pardon. Donc n'hésitez pas à vous y abonner également. Ça nous fera plaisir. Ça nous donnera envie de continuer justement à faire ces lives. Comme je l'ai dit, donc on aura un second live la semaine prochaine, mardi à la même heure, avec d'autres intervenants sur le thème de conseiller en gestion patrimoine, c'est ce qui doit être expert de tout. Voilà, donc ça sera aussi intéressant. On aura l'occasion justement de pouvoir compléter ce qu'on vient de dire ce soir. Encore merci. Vous pourrez trouver également la page de l'école Financial Business School sur DocFinance, également la Banque Postale sur DocFinance. N'hésitez pas à aller voir un petit peu plus ce qu'elles peuvent proposer finalement, cette formation et cette entreprise. Vous aurez l'occasion de voir un petit peu les actualités, les articles, les interviews, les offres également qui peuvent être proposés, ou les formations, du coup les masters notamment, ou les MBA qui peuvent être proposés par Financia. Merci, on se retrouve du coup mardi prochain et je vous souhaite une très bonne soirée.
Au revoir. Merci. Au revoir. Merci Sébastien, au revoir. Jean-Marc.